Bonjour à tous, bienvenue au chat live organisé sur ULB Info Réto. Nous avons avec nous une étudiante en interprétation et traduction. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alexia. Tu es en quelle année en fait? Qu'est-ce que tu fais? Là, je viens de finir ma Master 1 en interprétation avec la combinaison linguistique anglais-allemand. Donc je vais commencer la Master 2 en septembre. Félicitations. Merci. On va te poser quelques questions que souvent les étudiants se posent. L'idée, c'est n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alexa est vraiment là pour vous répondre avec plaisir. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi ces études, Alexia? Alors moi, j'ai choisi ces études tout simplement parce que je m'étais déjà en secondaire orientée vers les langues. Donc j'avais le néerlandais depuis 12 ans, l'anglais depuis 4 ans. Et j'avoue que c'est des études à la base auxquelles j'avais pas du tout pensé. Et c'est un professeur de néerlandais qui est venu vers moi en disant, Alexia, tu as vraiment quelque chose avec les langues et est-ce que tu t'essaierais pas d'abord. Elle m'a parlé des germaniques en fait. Et je me suis un peu renseignée sur les germaniques et je me suis dit, bon, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire, de la pure littérature, de la pure étude de la langue, la linguistique, etc. Donc, je me suis renseignée sur le département de traduction-interprétation qui à l'époque s'appelait l'ISTI. Et j'ai été aux portes ouvertes et ça m'a vraiment plu, l'ambiance qu'on y faisait, le type de cours, etc. Et c'est pour ça que je me suis décidée à faire ça. Donc en fait, si je comprends bien, tu avais déjà en réto, tu avais déjà choisi une option où il y avait des langues en fait assez Oui, poussées. j'étais dans une option plutôt littéraire, donc j'avais entre guillemets pour mon école secondaire le minimum de sciences et le minimum de maths possible, savoir maths 4 et sciences 3. Et j'avais néerlandais 4, anglais 4 et j'avais du latin à côté, 4 heures aussi. Et donc, quand tu es arrivé après ton choix en septembre, Ouais. déjà, est-ce que ça a pris du temps pour toi de t'inscrire ou ça a été assez rapidement? Comment tout ça s'est passé? Alors en fait, donc le problème c'est qu'à l'époque c'était de l'ISTI, donc la procédure était assez particulière à l'époque. Il fallait se rendre sur place pour aller s'inscrire. Donc j'y suis allée tout début juillet. Il y avait une fenêtre entre fin juin et début juillet, puis une autre fenêtre de fin août à début septembre pour aller s'inscrire. Donc j'ai été sur place et j'ai rempli tous les documents là-bas. J'ai même dû entourer les langues que je voulais prendre, etc. Mais maintenant je sais que ça se fait très facilement sur Internet. Il faut chercher, mais sur le site de la faculté, on trouve très facilement l'onglet inscription avec toutes les informations, comment le faire, et ça se fait en ligne très facilement. Maintenant, il faut même plus se déplacer pour aller le faire, quoi. D'accord. Alors, on va retourner maintenant quelques années en Ouais. arrière. Quand tu es arrivé, bah, quelle a été ta première impression la première semaine? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais des amis en arrivant? Enfin, raconte un petit peu comment ça s'est passé tout ça. Mais donc, j'ai vraiment débarqué connaissant plus ou moins l'endroit, vu que j'y étais allée pour les portes ouvertes et pour donc mon inscription. Mais j'ai débarqué toute seule parce que c'est comme je le disais, même moi, je ne connaissais pas bien euh, ces études-là et c'est le cas de beaucoup d'autres étudiants. Donc, je suis arrivée et il y avait personne de mon école secondaire. Or, c'est une école bruxelloise, donc il y aurait pu avoir d'autres Bruxellois qui voulaient rester à Bruxelles dans les langues, mais même pas. Donc, je suis arrivée un peu seule. Et le premier cours que j'ai eu, c'était un cours de philosophie. Donc, le cours que tout le monde a et tout le monde l'a en même temps dans le grand auditoire du département. Donc, je me suis un peu retrouvée au milieu. Bon, on n'est pas énormément, on doit être, je sais pas, 350, 400 en première selon les années. Mais c'est vrai que j'ai été un peu impressionnée parce qu'on passe d'une classe de 25-30 de réto à d'un coup, pour la première fois, un auditoire. Et donc, c'est vrai que et ça a été un peu difficile, mais en fait, comme on avait tous nos horaires au format papier, tout le monde regardait un peu l'horaire de son voisin pour voir qui était dans quel groupe parce qu'on ne savait pas qui était en anglais allemand ou en espagnol anglais ou quoi que ce soit avec soi. Et donc, on voyait chacun. Et le professeur a fait quelque chose d'assez sympa. En fait, on devait se passer des papiers avec des questions, un espèce de cadavre exquis, mais avec des questions philosophiques comme ça. Et donc, on recevait une question, on y répondait, on relançait une question. Donc, ça faisait qu'il y avait un peu d'échange, vu qu'il fallait se passer les papiers, un peu discuter, etc. Et ça a été l'avantage, on a pu un peu se parler une première fois. Et on rencontre vite deux, trois personnes autour de soi qui sont aussi en anglais-allemand, enfin, dans mon cas. Et puis après, la journée a directement commencé. Donc, on s'est retrouvés par plus petits groupes classe, donc anglais-allemand dans mon cas. Et donc, je me suis vite retrouvée par groupe de 20, 25. Et là, c'est facile d'échanger directement, de trouver des gens parce qu'on est directement dans des plus petits groupes, quoi.
D'accord. Donc, tu n'as pas vraiment senti de solitude, etc. Ça a été pour rencontrer des amis, pour Oui, t'intégrer. oui, moi je trouve en tout cas que c'est quelque chose, je pense, on n'y adhère pas. Mais c'est vrai que le département de traduction et interprétation, tout se fait par petits groupes parce qu'on ne peut pas apprendre les langues, on ne peut pas apprendre la traduction et bien travailler de manière efficace en traduction dans des auditoires de 150, 200, 300, c'est vraiment impossible. Donc ça, c'est vrai qu'il faut s'y faire. On garde, je dirais, un environnement qui se rapproche du scolaire parce qu'on est en groupe classe et donc on est moi j'ai eu des cours de traduction à trois quand peu de monde venait parce qu'on était un groupe de 9 et trois personnes venaient. Donc Ouais. ça arrive, mais ça c'est l'avantage. Et puis à force, vu qu'on n'est pas beaucoup, moi je vois en bac 3, je connaissais tous les gens de bac 3 avec moi, peu importe la combinaison linguistique. Donc on n'est même pas obligé de rester entre anglais et allemand. Au final, les cours d'anglais, on a souvent anglais-allemand plus disons des anglais espagnols et un groupe d'anglais-italien. Donc on rencontre un peu tout le monde de différentes options. Ça permet aussi d'échanger avec des gens qui font d'autres langues, qui voient autre chose. Donc c'est assez facile de s'intégrer à mes yeux en tout cas. Ok. Et comment t'es-tu organisée la première année en fait? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur en première année? C'est juste que, alors en première année, on reste encore assez cadré dans le sens qu'il y a les cours de langue, il y a des préparations à faire, pas des devoirs en tant que tels à rendre, mais il y a des exercices à faire, par exemple pour les cours de grammaire, etc. Donc ça reste le rythme un peu, je dois faire mon travail, mais c'est surtout dans les auditoires, apprendre à prendre note avec un professeur qui parle plus vite. Il y a d'un côté le professeur qui parle, de l'autre côté le syllabus, en plus une présentation PowerPoint, donc il faut arriver à tout gérer. On n'a pas l'habitude de faire ça, s'organiser pour avoir des notes plus ou moins propres et oui, se motiver à aller en cours parce qu'on a la liberté de l'université et plus personne ne prend les présences. Après, c'est vrai qu'au département traduction-interprétation, vu qu'on est des petits groupes, les profs remarquent quand même qui est là, qui est pas là en cours de langue, en cours de traduction, etc. Mais dans les grands auditoires, ça, on est libre comme dans toute autre faculté ou toute autre université. Donc ça, c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer la liberté, le fait qu'on sorte le soir et le cours à 8 heures le matin le lendemain. Quoi. Donc mais ça, c'est tout rythme universitaire qui existe. Ça. D'accord. Nous avons une question d'Adam, en fait, qui demande qu'est-ce que vous faites en classe? Genre, quel genre d'exercice, etc. Je compte étudier les langues. Alors en fait, il faut savoir que donc il y a, il y a un peu trois grandes orientations par année. Il y a tout ce qui est la partie cours généraux, tout ce qui est langue traduction et tout ce qui est français. Alors le français est très présent au début et puis diminue un peu parce qu'on estime que le niveau de français s'améliore et que de toute façon il est censé être là. C'est presque un prérequis d'avoir un bon niveau de français, même s'il y a une section allophone pour les étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle. En fait, les cours de français sont pris en charge en petits groupes et c'est des cours adaptés. Donc la manière d'apprendre est adaptée, mais au fond, ils ont le même niveau de français à la sortie du bachelier. C'est juste, les cours sont encadrés, ils sont des plus petits groupes et c'est un prof spécial qui est spécialisé, je pense, en français, langue étrangère, qui donne leurs cours. Enfin, mais donc, les cours généraux, ça, c'est vraiment, on est en auditoire et c'est du droit, de l'économie, des sciences, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, de la philosophie, de la sociologie. C'est vraiment, il faut être curieux de tout parce que c'est le but, c'est d'obtenir et d'acquérir une culture générale dans tout, parce qu'on ne traduit bien que quand on comprend bien le sujet. Alors, le but, c'est pas d'être un expert en sciences, ni en économie, ni en droit, mais juste d'avoir des notions du vocabulaire qui, petit à petit, rentre. Et donc là, il n'y a pas en tant que tel d'exercice, c'est juste des cours ex cathedra, on prend note, on a des syllabus et c'est un examen où on étudie et on répond aux questions. Quoi. Donc ça, c'est très classique, c'est un peu ce que tout le monde s'imagine de l'université. Après, les cours de français, il y a de la linguistique, il y a de la compréhension de texte, il y a voilà écrire des résumés, ce genre de choses. Donc pas de la pure grammaire française, mais on la revoit quand même. Et une attention est quand même portée sur l'écrit, l'orthographe, etc. Il y a de la littérature française. Donc ça, c'est vraiment toute la partie français. Et en ce qui concerne les purs cours de langue, ça, c'est en fonction des années. Au tout début, on commence vraiment par la base, donc on revoit la grammaire, que ça soit donc en anglais ou dans mon cas en allemand. Par exemple, en allemand, on peut commencer au niveau zéro. Donc, c'est vrai qu'on réapprend du tout début. La première chose qu'on fait, c'est se présenter. Et puis, ben, ça va crescendo. Donc, on apprend la grammaire de plus en plus poussée, s'intègre petit à petit les cours de traduction de plus en plus difficiles. Et en fait, la grammaire s'efface au profit des cours de traduction. Au début, c'est vraiment asseoir les bases en langue grâce à de la grammaire, du vocabulaire. Il y a la partie écrite, mais il y a aussi le cours qu'on appelle d'IPLO, donc c'est Initiation à la pratique de la langue orale. Et là, c'est des cours où il faut dialoguer, parler ensemble. Et voilà, c'est pour corriger l'accent, pour faire de la phonétique, etc.
des présentations en allemand, en anglais ou sans doute dans d'autres langues. Et donc voilà. Et puis petit à petit, cela disparaît entre guillemets vu qu'on est censé avoir une bonne base en langue pour faire vraiment de la traduction pure et simple. Donc dans les deux sens, même si l'accent est plus mis sur la traduction langue étrangère vers le français parce que c'est ce à quoi on se destine. Il y a aussi dans l'autre sens du thème grammatical pour justement vérifier les bases en grammaire. Et là, c'est français vers, dans mon cas, anglais ou allemand. D'accord, donc c'est un bon mix, tu dirais, entre pratique Oui, et théorique, quoi, et ex-cathédrale. oui, au final, il faut savoir que ce sont des études assez pratiques parce que presque professionnalisantes. Si on fait tout le cursus au département, on est censé finir soit traducteur, soit interprète et donc être dans un métier très précis. Alors après, il y a des gens qui arrêtent, qui vont faire prof de langue, qui repassent faire autre chose. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté après le bachelier et il y a des passerelles pour aller faire Sciences Po, pour aller faire communication, pour aller faire journalisme, communication multilingue. Donc, il y a plein de passerelles. Mais en tant que tel, si le but, c'est de faire tout le cursus, donc bachelier plus master à l'ISTI, oui, on rentre dans une espèce de niche et là, il faut des cours pratiques parce que la traduction, les langues, ça s'apprend par la pratique. On peut pas avoir un syllabus qui nous permette en 5 ans d'apprendre l'allemand, d'apprendre l'anglais. Donc voilà. Mais il faut aussi cette curiosité de tout, cette envie de tout aller chercher. On se dit, on écoute une émission, on se dit, mais ça, je sais pas trop ce que c'est. Et bien, il faut avoir cette envie d'aller chercher sur Internet, dans un livre, ce que c'est. Et ne pas être buté par le fait qu'il y ait, par exemple, un cours de sciences. Ça, c'est souvent, on arrive en bac 2 et on voit cours de sciences dans son horaire. On se dit, mais j'ai pas signé pour des sciences, j'ai fait les langues, mais c'est juste pour avoir cet aspect culture générale et c'est pas des sciences. Là, pour le coup, il n'y a pas d'exercice, justement, c'est que des sciences théoriques. Mais voilà, il faut accepter qu'il y ait du droit, qu'il y ait de l'économie. Et ça, c'est la curiosité. Et tout ça participe de la culture générale, quoi. D'accord. Si on parlait un peu maintenant de ta vie étudiante, est-ce que tu fais partie d'un cercle? Est-ce que que penses-tu du campus? Comment décrirais-tu ta vie étudiante en fait sur le campus d'une manière générale? Donc en fait, il faut tout d'abord savoir que le département de traduction et interprétation n'est pas situé en tant que tel sur le sol Bosch. Il est à 2 arrêts de tram ou à 10 minutes à pied en traversant le bois, donc c'est très facile. Mais on n'est pas en tant que tel, du moins pour le moment, intégré sur le campus. On a notre campus qui est juste à côté du bois de la Cambre, donc ça c'est très sympa parce que à défaut d'avoir un véritable campus, on se retrouve tous au bois de la Cambre quand il fait beau, quand on a une longue pause après les cours, etc. Donc ça c'est un gros avantage. Après, oui, on n'a pas de cafétéria, donc, mais on a accès à toutes les infrastructures sur le sol Bosch. Donc, en 10 minutes, on peut aller manger au sol Bosch, avoir accès à la bibliothèque du sol Bosch, même si on a notre bibliothèque chez nous avec ce qui est nécessaire pour nous. Mais si on en veut plus, on peut venir ici. Donc c'est vrai que c'est un petit bâtiment, logique vu qu'on n'est pas beaucoup en tant que tel par rapport aux autres facultés, aux autres départements. Et donc ça fait que tout le monde se connaît très vite, qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'on connaît même, moi je vois, je suis en master 1, je connais des étudiants de bac 1, donc enfin je rentre en master 2, je connais des étudiants de bac 1, on connaît vite des gens de toutes les années. Donc ça c'est très facile. Donc après, la majeure partie de la vie étudiante, je pense, se passe sur le sol Bosch parce que les TD se passent sur le sol Bosch. Le cercle est présent chez nous, donc il y a un cercle, mais il organise des choses ici sur le sol Bosch. Il y a le bal du département aussi organisé par le cercle. Donc moi, en tant que tel, je fais pas partie du cercle, mais je sais comment ça fonctionne parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dedans. Et donc, ils organisent, eux, leurs activités. Donc, pour en savoir plus, il faut les contacter, eux. Et ils font de toute façon des présentations, des descentes d'auditoire en début d'année pour se présenter et essayer de recruter en tant que tel. Donc voilà, ils ont toujours, je crois, un drink en début d'année lors de la journée d'accueil qui a lieu en septembre. Ils sont là au barbecue, donc ils sont là pour les contacter. Et c'est mieux de les contacter eux directement. Ils seront mieux placés que moi pour répondre. Mais donc non, la vie étudiante, je veux dire, au final, tout le monde se retrouve quand même plutôt vers ici parce qu'il y a le cimetière d'Ixelles, il y a les bars, il y a le campus ici, mais il y a une vie étudiante là-bas et au final, je veux dire, nos amis sont là-bas, c'est juste que tout le monde déménage ici pour faire la fête, pour se retrouver, etc. Ou à défaut, au bois de la Cambre. D'accord. Et si maintenant on te projetait un peu dans le futur, quel métier en fait tu aimerais exercer et souhaites-tu partir à l'étranger au cours de ton cursus ou comment ça se passe? Alors partir à l'étranger, moi je l'ai déjà fait en tant que tel parce que au département de traduction et interprétation, l'Erasmus est obligatoire sauf circonstances exceptionnelles. Par exemple, si vous avez une famille et que c'est impossible pour vous de laisser votre famille parce que vous avez des enfants en bas âge ou que c'est impossible, on peut remplacer ça par un stage. Ou si vous êtes malade et que vous avez besoin de soins régulièrement, vous pouvez pas rester à l'étranger 6 mois. Évidemment, vous pouvez rester.
Mais sinon, tout le monde part en Erasmus. Donc, tous les étudiants de troisième année de bachelier partent en même temps. Ce qui veut dire qu'au deuxième quadrimestre de la troisième année de bachelier, il n'y a pas de cours organisés pour les troisième années de bachelier parce qu'ils sont tous à l'étranger. Donc, ça se fait, ils partent selon les destinations, ils partent plus ou moins tôt, donc souvent fin janvier après la session. Mais par exemple, en Allemagne, le calendrier académique est totalement décalé, donc ils partent plutôt fin mars. Donc ça dépend un peu, mais ça s'arrange et on l'apprend quand on s'inscrit, quand on décide sa destination Erasmus. Donc partir à l'étranger, ça je l'ai déjà fait et ça c'est un gros avantage, c'est que c'est obligatoire, donc tout le monde a la chance de partir et ça c'est un avantage énorme pour apprendre les langues. Et après, ben voilà, il y a les stages en Master 2. Donc, si on fait la traduction, on a un quadrimestre de stage pendant le premier quadrimestre. En fait, ils le font comme ça pour éviter qu'il y ait trop d'étudiants dans le bâtiment en même temps. Donc, en fait, quand les Bac 3 sont là, donc au premier quadrimestre, c'est les Master 2 traduction qui sont en stage. Et quand les Bac 3 partent en Erasmus, alors les Master 2 reviennent parce qu'ils ont fini leur stage. Donc, en traduction, il faut se trouver où il y a aussi des propositions du département. Donc, un stage pendant tout un quadrimestre, le premier quadrimestre. En interprétation, c'est un peu différent parce que c'est difficile de trouver des stages. Donc, en fait, ce sont les professeurs qui trouvent des stages, sauf si on en trouve un, mais on peut toujours proposer le stage qu'on a trouvé. Mais c'est plus ponctuel. Ça va être, par exemple, 4 jours à la commission et tout le monde n'a pas stage en même temps. Il va, par exemple, prendre 5 étudiants parce qu'ils ont 5 places. Donc, 5 étudiants vont en stage à la commission selon les langues, selon le niveau, selon qu'ils aient déjà fait beaucoup ou peu de stages. Et pendant ce temps, les autres ont cours. Donc, c'est plus ponctuel. Mais voilà, il y a des stages aussi. C'est juste pas une période de stage fixe de 3 mois, quoi. Et donc, voilà. Et après tout ça, moi, eh ben là, il me reste 1 an et j'aimerais devenir interprète. Donc, dans l'idéal, mais il y a plein d'autres débouchés au cas où, quoi. D'accord. Si l'on parlait un peu si on revenait un peu à ta première année et peut-être les années suivantes, est-ce que tu penses que tu as des aides à la réussite qui sont disponibles, un programme d'aide à la réussite qui sont disponibles dans ta faculté? Oui, alors donc en première année, tous les étudiants voient apparaître dans leur horaire 1 ou 2 heures, je ne sais plus, de ce qu'on appelle le BAP, donc le Bureau d'appui pédagogique. Et en fait, c'est un professeur du département qui est spécialisé en français langue étrangère, mais qui donne des cours pour les étudiants Erasmus entrants, donc les Erasmus qui viennent chez nous, qui va donner à partir de maintenant une partie du cours de linguistique français aussi, qui gère toute cette aide à la réussite destinée exclusivement aux étudiants de première dans certaines branches, à savoir l'histoire, la philosophie et tout ce qui est linguistique française, littérature française, parce que ce sont ses spécialités. Elle ne peut pas aider en langue en tant que telle, quoi. Alors donc ça, c'est d'office inscrit dans le programme, donc dans l'horaire des étudiants de Bac 1, mais libre à eux de suivre ou pas le cours. S'ils sont à l'aise en littérature française, ça sert à rien pour eux d'aller au BAP de littérature française. Donc le programme est établi par le professeur en question et les étudiants savent telle semaine, première heure on fait ceci et l'heure du jeudi on fait cela, libre à eux de venir ou pas. Après, il y a le système du parrainage, ça se fait au niveau de toute la faculté. Et en fait, c'est une soirée qui est organisée en octobre et les parrains potentiels et étudiants qui souhaitent se faire parrainer se réunissent pour une soirée et ils apprennent à se connaître et puis on attribue à chaque étudiant un parrain qui est en fait une personne de référence pour l'aider à s'intégrer et à comprendre la vie universitaire. Là, c'est pas de l'aide purement académique universitaire, c'est vraiment avoir une personne de référence sur le campus qui puisse dire ah oui ça, qui puisse aussi évidemment donner des tuyaux au cas où, mais qui puisse toujours être là, aider s'il y a un problème, qui il faut contacter, que faire, etc. Donc ça, c'est le parrainage. Et puis, il y a aussi un troisième programme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tutorat. Et ça, ce sont des étudiants de master qui sont disponibles pour des étudiants de bachelier. Et là, c'est vraiment pour tous les cours. Ça peut être grammaire anglaise, comme oral russe, comme n'importe quoi. Donc, en fait, c'est une plateforme d'échange sur l'université virtuelle, donc la plateforme de l'ULB. Et les étudiants de master proposent des compétences. Par exemple, ils disent je peux aider dans tel ou tel cours. Les étudiants de bachelier disent j'ai besoin d'aide dans tel ou tel ou tel cours et les annonces s'affichent et à chacun d'aller trouver l'annonce qui lui correspond en disant ah oui tiens cet étudiant pourra peut-être m'aider ou ah moi je propose de l'aide là et je vois que cet étudiant a besoin d'aide. Et donc c'est totalement gratuit pour les étudiants de bachelier, c'est l'université qui paie les tuteurs en fait. Donc les
étudiants de bachelier ne paient rien, ils profitent juste du service et les tuteurs, eux, sont rémunérés par un contrat signé avec l'université. Ok. Je vois qu'on a une autre. On en a même deux. On a deux questions. Donc, je voudrais vous demander, je suis une jeune fille italienne et je voudrais faire votre master en interprétation. Est-ce que c'est possible, même si je ne suis pas francophone? Alors donc comme je le disais, c'est vrai qu'au département, on travaille normalement, on estime que la langue maternelle de chacun, c'est le français et qu'on travaille vers le français. Alors en bachelier, il y a donc le programme allophone. Donc en fait, tout étudiant qui n'a pas fait son cursus secondaire, voire plus évidemment, mais au moins son cursus secondaire en français, peut demander d'intégrer le programme allophone. Donc en fait, ils ont tous les cours avec les autres étudiants, sauf les cours de français qui sont donnés par un professeur spécifique avec un encadrement spécifique. Et donc en première, ils ont beaucoup de cours allophones et ça se réduit au fur et à mesure parce que le niveau est censé leur niveau est censé atteindre celui des étudiants de langue maternelle francophone. Donc tout est fait pour que ces étudiants aient le niveau de français requis. Et moi, j'ai des amis qui sont justement italiens parce qu'il y a beaucoup d'italophones chez nous qui est maintenant en master en traduction, donc qui fait tout vers le français et qui s'en sort très bien. L'interprétation, on en voit, mais c'est plus rare parce que c'est vraiment, il faut que le français sorte comme ça et il doit être impeccable, vraiment comme ça dans la simultanéité. Alors que la traduction, on a quand même le temps de réfléchir, etc. Après, je pense que c'est tout à fait possible. Ça dépend du niveau de français déjà en arrivant, parce qu'on peut être italophone, avoir un très très bon niveau de français. Et ça dépend de l'abnégation qu'on a pendant ses études et de ce qu'on fait pour améliorer son niveau de français. Les étudiants allophones, donc qui ne sont pas de langue maternelle française, ont la possibilité de faire des Erasmus en France s'ils veulent améliorer leur français. C'est offert parce qu'on sait qu'on a des étudiants qui ne sont pas de langue maternelle française. Donc voilà, c'est à chacun de travailler, de connaître ses objectifs, de savoir ce qu'il veut faire. C'est peut-être c'est évidemment un peu plus difficile pour un étudiant qui n'est pas de langue maternelle française de s'en sortir, mais c'est tout à fait possible. Il y a des exemples, il y a de très beaux exemples de personnes qui y sont arrivées, quoi. Donc, D'accord. Et Adam, qu'est-ce que vous faites pour pratiquer, pour améliorer votre anglais allemand en dehors des cours? Alors, lire beaucoup et beaucoup d'actualités en fait parce que au final quand il y a l'actualité, ça ressort tellement dans tout, on finit toujours par retomber sur quelque chose d'actualité et quand on connaît l'actualité, c'est tellement plus facile et donc ben voilà, la lire dans toutes les langues qu'on a donc dans notre combinaison, donc dans mon cas français, anglais, allemand, parce que ça fait pratiquer, ça fait double effet en fait. D'un côté, on pratique la langue et puis de l'autre côté, on assimile des connaissances et on intègre des connaissances. Donc ça, c'est vraiment l'actu. Ça, c'est vrai, on va vous le rabâcher toutes vos études au département, vous dire l'actu. Moi, je me suis mise en première, on se dit, j'ai pas le temps de faire de l'actu en plus de tout ce qu'il y a à gérer. Mais à un moment, on se rend compte que quand on traduit, il faut connaître l'actu. Donc ça, je dirais que l'actu, c'est très, très important. Ce qui est un bon exercice aussi, c'est d'écouter des podcasts dans les langues étrangères. On en trouve plein partout, même si on demande aux professeurs, ils en ont des listes. Et sinon, et ça, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment d'aide à réussite, mais l'ULB a un programme de tandem. Donc, en fait, c'est de nouveau une plateforme dédiée sur laquelle on s'inscrit en disant je propose telle langue et je cherche telle langue. Et de nouveau, ça met en contact des étudiants, souvent des étudiants Erasmus, qui eux sont là et sont, disons, germanophones et qui cherchent à améliorer leur français parce qu'ils sont venus étudier ici pour leur Erasmus. Et donc, on peut entrer en contact avec eux. On fixe un horaire, par exemple, on se voit tous les mardis pendant 1h30 de 4 à 5h30 et on fait 45 minutes en français, 45 minutes en allemand. Donc ça, c'est un moyen aussi de trouver des natifs dans une langue pour échanger. Donc il y a mille et une possibilités, ça dépend un peu de ce qu'on a besoin de faire. Moi, par exemple, le vocabulaire et moi, ça fait 2, donc moi, je dois faire plus de vocabulaire que les autres. Mais par contre, quand il s'agit d'entendre et de comprendre un message à l'oral, ça va bien, donc je dois peut-être moins écouter de podcasts. Donc ça dépend aussi de ce que chacun a besoin de faire, mais je dirais ça dépend du niveau aussi, mais les podcasts, l'actu, et puis trouver quelqu'un avec qui échanger, ça, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est comme ça qu'on apprend les langues. Merci beaucoup, Alexia. Je pense qu'on a parcouru peut-être un peu toutes les questions. Mais il y a encore une question de Federica. Ah, encore une question de Federica. Donc, pour avoir accès au master, alors en fait, tu devras donc prouver que si tu as déjà fait un bachelier, donc je suppose, donc oui, c'est ce que tu dis, donc il faudra que tu montres ton bachelier et que tu aies une équivalence pour que ça soit accepté.
Et en tant que tel, tu dois pas faire de test, tu t'inscris comme tout étudiant, sauf que ils vont vérifier. Donc, si avec le diplôme que tu as, tu peux t'inscrire. Éventuellement, et ça arrive souvent avec les étudiants étrangers, tu auras ce qu'on appelle une passerelle. Donc, tu auras des cours à rattraper et donc tu auras peut-être un programme un peu plus chargé. Parfois, la passerelle est, entre guillemets, réduite et donc tu peux faire ta première année de master avec les cours à rattraper. Parfois, il faut prendre toute une année pour faire la passerelle parce que c'est infaisable autrement. Et donc, tu rattrapes les cours et puis tu peux commencer ta master 1 comme tout étudiant régulier. Donc voilà, donc c'est à toi de voir ton équivalence. Et puis, en interprétation, mais c'est pas un test contraignant en tant que tel. Tout le monde passe par ce test. En fait, au mois d'octobre, ils te font passer un test sur une consécutive, une trad à vue et de la culture générale. Et ils te donnent, eux fonctionnent par code couleur, un feu vert, un feu orange ou un feu rouge selon eux ce qu'ils pensent de ton niveau et de tes chances de réussite en fin d'année. Mais ça, c'est spécifique au master en interprétation. C'est pour t'aiguiller, pour te dire, ah oui, là, ton niveau d'allemand est quand même beaucoup trop faible. À mon avis, pour cette année, ça sera juste. Va faire soit un an en Allemagne, soit commencer la traduction pendant un an pour améliorer tes langues. Mais ça, c'est spécifique à l'interprétation. Et après, s'ils te donnent un feu rouge et que toi, tu as vraiment envie de faire interprétation et que tu n'as pas envie de perdre une année de plus, tu peux quand même continuer le cursus en interprétation. C'est juste l'appréciation des professeurs qui se disent « Ah oui, nous, on la voit bien réussir, pas bien réussir. » Donc, feu vert, c'est si tu continues à bien travailler, ça ira. Feu orange, c'est passe la deuxième. Et feu rouge, ça va vraiment être difficile. Donc, vas-y, mets vraiment les gaz, quoi. Mais ça, c'est spécifique à l'interprétation. Donc, toi, dans ton cas, je pense que tu dois juste demander ton équivalence, rentrer ton dossier à l'ULB et eux te diront de là quelle passerelle tu dois éventuellement faire ou pas. Okay. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez les réponses à toutes vos questions et sinon vous pouvez toujours continuer à commenter, nous transmettrons les questions et essaierons de vous répondre. Merci. Merci Alexia. Merci beaucoup.